Bonjour les amis, aujourd'hui je voulais vous parler d'un jeu qui me tient tout particulièrement à cœur, Jurassic World Evolution. Mais ça, c'était si j'avais pu y jouer en fait. Après la déferlante qu'on a vue sur Twitch, sur YouTube, avec plein de lives, de streams, de Jurassic World et tout partout, et bah ça me donnait très envie de jouer à ce jeu. Sauf que, autant j'aime les dinosaures, je suis pas prêt à débourser 60 € dans un jeu de gestion, et ça même s'il y a des Triceratops. Du coup, je me suis retourné vers la solution habituelle quand on veut pas payer un jeu, le téléchargement illégal, ou le Warez, comme on l'appelle dans le milieu. Et j'ai eu beau chercher et chercher encore, et rien. Je n'ai pas trouvé du tout de crack pour ce jeu. Alors qu'il était sorti depuis quasiment 2 mois. J'étais plutôt habitué à ce que les jeux sortent à peu près le jour de sa sortie, voire 2-3 jours après. Mais là, vu qu'il n'y avait rien, j'ai mené ma petite enquête et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et pour ça, avant toute chose, il faut que je vous parle du Warez. Le Warez, ça désigne tout le contenu numérique qui est protégé par du droit d'auteur, mais qui est disponible gratuitement sur les internets, et donc illégalement. Le terme viendrait d'un jeu de mots entre ware, en anglais qui veut dire marchandise, et la phrase where is. Warez. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est du contenu comme des films, de la musique, des livres, ou encore des logiciels, voire même des jeux vidéo. Le milieu du Warez jeux vidéo, ou plus communément appelé la scène, est peut-être le milieu le plus connu et le plus intéressant d'internet. Et cela malgré qu'il ait perdu de sa superbe depuis les lois anti-copie pirate de la fin des années 2000. Le but de la scène, c'est avant tout le partage. Initialement pour partager des logiciels, elle s'est diversifiée pour partager au plus grand nombre des produits culturels numériques. Il y a dedans une vraie culture du gratuit, et ceux qui monétisent leurs publications ou release sont de manière générale détestés, voire bannis. La scène est composée de groupes plus ou moins autonomes de personnes qu'on appelle des teams. Et si vous avez déjà téléchargé un jeu illégalement, vous devez sûrement connaître des noms très connus comme Razor 1911, Skid Row ou encore CPY. Ces différentes teams peuvent collaborer ou alors être en concurrence. Le but des teams est avant tout d'être la première à avoir publié un jeu. C'est avant tout le défi et la fierté d'être reconnu par ses pairs qui prédominent. En plus d'être composé par des teams de crackers, il y a tout un système qui a été monté afin de pouvoir publier au plus grand nombre les nouveaux jeux qui sont sortis. Au tout début de la chaîne d'approvisionnement, on va avoir les supplayers. Ce sont ceux qui vont fournir le jeu de manière officielle, soit en l'ayant acheté, soit en l'ayant volé. On a ensuite les crackers qui vont essayer de casser la protection des jeux vidéo. On a ensuite les packers qui vont eux cette fois prendre le jeu et essayer de le compresser au maximum pour essayer qu'il prenne le moins de place et donc en faire un ou plusieurs fichiers à télécharger. Ensuite, cette première version, cette première release va être envoyée sur un top site. Les top sites, ce sont des serveurs d'échange de fichiers très privés qui disposent d'une grande quantité de bandes passantes et aussi d'espace de stockage. Ensuite, on va avoir les courriers qui eux vont faire le lien entre les top sites et les sites de téléchargement, comme par exemple Torrent 411 ou The Pirate Bay. Et enfin, on a les seeders qui vont récupérer le fichier et ensuite le transmettre à d'autres personnes via un protocole de pair à pair comme BitTorrent. Et donc voilà comment vous pouvez télécharger illégalement et très rapidement les nouveaux jeux qui viennent de sortir. On pourrait encore en parler pendant 1 heure, mais pour ceux que ça intéresse, je vais en mettre un lien en description sur le Pirate Book, qui est un e-book, qui est un recueil de définitions, d'anecdotes sur tout le monde du Warez, pour ceux que ça intéresse. Mais du coup, on peut se demander comment les éditeurs ont réagi suite à ce piratage massif de leur propriété intellectuelle. Là, je vais me concentrer sur les DRM, et notamment les DRM de jeux vidéo. Les DRM pour Digital Right Management, ou gestion des droits numériques, c'est avant tout un moyen logiciel pour garantir à l'éditeur que vous avez bien acquis la licence d'utilisation du jeu de manière légale. Sans DRM, on pourrait très bien acheter un jeu sur Steam, le télécharger, le copier et l'envoyer à son pote pour qu'il puisse lui aussi jouer à son tour. Et c'est pourquoi les éditeurs ont mis en place des DRM avec des noms que vous connaissez peut-être, comme Securom, SafeDisc ou le petit nouveau de la famille qui s'appelle Denuvo et dont on va parler beaucoup aujourd'hui. Pour faire de manière très simplifiée, quand on achète un jeu, que ce soit en CD ou par exemple sur du dématérialisé comme Steam, on va avoir une clé CD ou une licence d'utilisation. Et ce que va faire le DRM, c'est qu'il va utiliser cette clé CD ou cette licence pour pouvoir ensuite déverrouiller le jeu. On va voir un peu de plus près comment fonctionne Denuvo. Denuvo, c'est ce qui est utilisé pour Jurassic World Evolution. La problématique, c'est que les éditeurs de DRM, et notamment de Denuvo, ils veulent pas trop échanger sur comment fonctionne le produit, parce que ça faciliterait les crackers pour pouvoir casser leur protection. Tout ce qu'on peut glaner comme information sur internet, c'est des suppositions, des déductions, et aussi des déductions parce que des gens ont réussi à casser les anciennes versions de Denuvo. De ce qu'il faut bien commencer par comprendre, c'est que ce logiciel, ce DRM,
c'est pas quelque chose qui va s'implémenter directement à la fin du jeu. C'est pas comme si on allait avoir notre jeu, qu'on va mettre des nouveaux, qui va le chiffrer, et comme ça on pourra l'envoyer à tout le monde et ça sera tout sécurisé. Ça marche absolument pas comme ça, notamment pour des problématiques de performance. Denuvo doit être intégré dès les tout débuts de la conception du jeu. Pourquoi ? Parce qu'il doit être utilisé dans les fonctions d'initialisation du jeu. C'est-à-dire que lorsque vous allez lancer votre jeu, le tout début du chargement sera dédié à Denuvo. Donc ce qu'il va faire au début, c'est qu'il va surtout vérifier si vous disposez de la licence du jeu. Et si vous ne l'avez pas, le jeu va directement planter. Et puisqu'il est intégré directement dans les fonctions d'initialisation, si vous essayez de l'enlever manuellement, ce petit bout de code, le jeu va quand même planter parce que vous enlevez des fonctions, c'est quand même extrêmement compliqué de l'enlever. C'est pas possible de faire ça à l'arrache. Et ce pour une raison très simple, c'est que le code est obfusqué. Ça veut dire que même par un œil humain à peu près habitué, si on regarde le code, on ne le comprend pas. Ce qui rend le cassage de la protection du coup assez compliqué. Donc le cassage, ça va vraiment être cette partie enlever le DRM et donc du coup la vérification de la possession de la licence. Mais c'est pas tout, parce que pour en rajouter une couche, au-delà de du coup cette fonction de vérification, il va y avoir d'autres parts insérées dans le code des vérifications d'intégrité. C'est-à-dire que pendant l'exécution du jeu, le jeu va vérifier que lui-même est bien intègre, qu'il n'a pas été modifié par d'autres personnes. Et s'il a été modifié, ça veut dire qu'il a été craqué par des pirates et donc du coup le jeu va planter. Donc pour résumer, il va falloir casser la protection initiale qui va vérifier la licence, mais aussi toutes les petites protections de vérification d'intégrité. Et dit comme ça peut paraître simple, mais au final c'est quand même relativement très compliqué. C'est un peu comme si vous essayiez d'enlever des petites aiguilles dans un plat de spaghettis à la sauce tomate. Vous y voyez rien, vous en mettez partout, et au final, si vous mangez une aiguille, vous risquez de mourir. C'est de la merde mon analogie. Et donc ça prend du temps, tellement de temps même que des fois il peut passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant que le jeu soit cassé. Et une fois que les crackers ont réussi à casser la protection d'un jeu, c'est pas dit qu'ils vont réussir aussi facilement ou de la même manière à casser un deuxième jeu. Il faut aussi prendre en compte que Denuvo, il fait des mises à jour régulières, donc le code change, c'est pas toujours la même chose, donc c'est vraiment de plus en plus compliqué à chaque fois. C'est au final un vrai jeu du chat et de la souris. En plus, faut l'avouer, la scène du Juarez, elle est plus vraiment ce qu'elle était. Entre le foisonnement des jeux en ligne qui n'ont pas d'intérêt à être craqués et de l'autre côté des arrestations massives de pirates, on peut ressentir un manque de temps et de motivation sur la scène. Sur des sites comme Crackwatch, on peut voir vraiment le désespoir des joueurs qui cherchent à télécharger de manière illégale les jeux, et ils ont vraiment une vraie haine, une vraie détestation pour Denuvo. Il y a même certains joueurs qui vont jusqu'à boycotter complètement le jeu s'ils utilisent ce DRM. Bon, il faut bien comprendre que les éditeurs ils mettent pas ces protections juste pour le plaisir. Parce que mine de rien, mettre un DRM de ce type, ça coûte déjà de l'argent, parce qu'ils font pas ça gratos, les mecs qui développent Denuvo. Et ensuite ça demande beaucoup de temps de développement aussi, parce que comme je l'ai dit, faut que ça soit intégré au code directement. Donc c'est pas du tout trivial. Leur but ce n'est pas que le jeu soit impiratable toute la vie, ça serait impossible de faire ça de toute façon. Leur but ça va être vraiment qu'ils tiennent dans une limite de 3 mois. 3 mois pourquoi ? Parce que c'est durant la période de ces 3 mois après la sortie du jeu que le jeu va générer le maximum de son chiffre d'affaires. On a même vu certains éditeurs enlever la protection après cette période des 3 mois. Mais du coup, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ces DRM ? Je vais vous dire ce que j'en pense, moi. Déjà, je vais faire un petit premier postulat de base. Je m'en fiche un peu de payer un jeu. Ça remonte à l'époque où j'avais une Nintendo DS et j'avais accès à plein de jeux de manière illégale gratuitement. Et au final, je me suis rendu compte que je jouais 2 heures maximum à un jeu et après j'essayais de passer à un autre pour tester le plus de jeux possible. Et donc après avoir eu une certaine réflexion qui a duré quand même un certain temps, je me suis dit que je préférais acheter mes jeux. Parce que c'est cette rareté qui fait pour moi partie du plaisir. Que ça soit de lire des critiques, essayer de choisir minutieusement quel jeu je vais pouvoir acheter, c'est ça pour moi une bonne expérience de jeu. Mais du coup, est-ce que je suis pro DRM ? Alors, oui et non, mais plutôt non quand même. Non, parce que déjà je suis pas certain que les pertes estimées liées au piratage soient réelles. On parle plus de manque à gagner, et le manque à gagner, c'est quand même difficile à estimer. Par exemple, est-ce que les gens auraient vraiment acheté le jeu s'il n'était pas disponible en téléchargement illégal ? Je suis vraiment pas sûr. Mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent être reprochées au DRM, notamment le fait qu'on ne détient pas le jeu quand on l'achète. On détient une licence qui nous permet d'accéder au jeu. C'est plus une location longue durée que de l'achat au final. Je suis même tombé sur un vieil article de Numérama où Microsoft disait que les vieux jeux qui étaient protégés par des choses comme Securom n'allaient plus être portés sur Windows 10. Et donc du coup, tous les jeux que vous aviez achetés qui étaient protégés par cette protection à la con, ne fonctionnaient plus sur les nouveaux Windows. Je vous mettrai le lien en description.
J'ai vu aussi de nombreux reproches sur les DRM au niveau de la performance des jeux, que du coup ils ralentissaient le jeu sur la machine. Pour le coup, j'ai rien vu de très probant en termes de preuves. Il y avait bien des statistiques qui essayaient de montrer que entre un jeu qui était sans dénuveau et le même jeu avec dénuveau, il y avait une perte de 6%. Sauf qu'au final, ils avaient utilisé la première version du jeu et la toute dernière version qui était sans dénuveau. Et donc du coup, il y avait plein de patchs au milieu pour lesquels il y avait sûrement des optimisations des performances. Et donc dans l'idée quand même au final, je suis plutôt anti-DRM. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est que les DRM ont apporté quelque chose de très précieux, c'est la scène. Il y a des gens qui se sont regroupés, qui ont mis leurs connaissances en commun pour essayer de casser le plus rapidement un jeu, et tout ça juste pour la gloire. Pas du tout pour un quelconque moyen financier, rien du tout, juste pour le plaisir de casser des protections. On a du coup pu voir l'émergence d'une véritable culture, notamment via la démoscène, ou encore la musique chiptunes des générateurs de clés CD. Pour le coup, j'aimerais bien en parler plus en détail, mais je pense que je vais faire une vidéo dédiée parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et pour finir, je vais vous laisser sur une petite réflexion que j'ai eue. Récemment, il y a un cracker nommé Volsky qui a craqué la dernière version d'un jeu qui s'appelle Puyo Puyo, qui était protégé par Denuvo. En piratant le jeu, il s'est rendu compte que sur les 128 mégas dont il disposait, il y avait seulement 5 mégas qui étaient dédiés au jeu en lui-même. Le reste, c'était pour la protection Denuvo. Ce qui représente quand même 96% du jeu dédié à pas ce qui se fasse pirater. Du coup ça paraît rien, mais vu qu'il y a de plus en plus de jeux qui utilisent cette protection, et même des protections en général, ça alourdit les jeux, ça fait, même si c'est pas les perfs restent à peu près les mêmes, je pense, il y a quand même des coûts supplémentaires en termes de CPU, en termes énergétiques. Et donc la question que je me suis posée, est-ce que dans le contexte de la crise écologique que l'on est en train de vivre, eh bien le DRM a sa place? Pour le coup, je dirais que non, il n'a pas sa place, mais je veux bien votre avis en commentaire. Et si vous pensez qu'on n'est pas dans une crise écologique ou que le rapport entre l'écologie et les jeux vidéo vous intéresse, je vous invite fortement à aller voir la vidéo de Game Spectrum que je vais mettre en fiche, en lien en description, qui parle de la place du jeu vidéo avec l'arrivée de cette crise écologique. Et c'est très intéressant, de ouf. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou dans les commentaires, à me soutenir sur Utip si vous en avez envie, ça me ferait très plaisir. Enfin, vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.